bien. Bonjour tout le monde. On va voir ensemble les urgences en ophtalmologie avec un œil rouge. En fait, la rougeur oculaire est un motif de consultation fréquent en urgence, le plus souvent auprès du médecin de famille. Les causes en sont multiples et variées, dont certaines sont très graves. Il importe devant tout œil rouge de rechercher et de reconnaître les éléments cliniques de gravité qui vont nous orienter vers des pathologies pouvant être cécitantes. On va commencer par un petit cas clinique d'un patient qui est âgé de 65 ans, qui est hypertendu, diabétique, qui consulte pour un œil gauche rouge qui évolue depuis un jour. Quels sont les principaux éléments à rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique? C'est très important, oui. Oui, les caractéristiques de l'examen clinique. On est dans le cadre d'un œil gauche rouge. Donc, par exemple, des signes oculaires. La douleur, est-ce qu'il y a ou pas une douleur? Le type de la douleur. L'installation de la douleur. Aiguë, avec ça. Le signe associé. C'est ça, les mots-clés. Vous avez bien dit les choses. Donc, les éléments à rechercher à l'interrogatoire, c'est le type de la douleur. Est-ce qu'elle est profonde, modérée, intense ou pas? Est-ce qu'il y a une irradiation de la douleur? Est-ce qu'elle est superficielle? Par contre, on va voir le trajet de la douleur, par exemple, qui a certaines pathologies où on a une douleur qui va simuler une douleur de la migraine, par exemple. D'accord? Et des cas, ça peut nous orienter vers certaines pathologies. Le mode d'apparition qui manque aiguë ou progressive. La notion d'une baisse de vision, c'est très important. La notion de traumatisme, comme vous l'avez bien dit. Les antécédents ophtalmologiques et généraux du patient. Et la topographie et l'aspect de la rougeur oculaire. Allez, c'est très important de faire la différence entre un cercle périkératique. C'est une rougeur qui est située au niveau périlambique, si on peut dire, ou c'est la localisation des corps ciliaires. Donc là, ça montre que les corps ciliaires sont impliqués, donc c'est une pathologie qui est assez sévère. Par opposition à une rougeur qui est diffuse, ça peut être une hémorragie sous-conjonctivale qui est très bénigne. Qu'est-ce qu'on doit préciser? L'acuité visuelle. C'est très important de préciser l'acuité visuelle avec correction, bien sûr. Si on parle d'acuité visuelle, c'est toujours avec correction. En termes ophtalmologiques, d'un ophtalmo qui a la possibilité de faire une correction. Sinon, le patient, il va vous dire que j'ai une baisse de l'acuité visuelle ou que mon acuité visuelle s'est effondrée d'un coup ou je sens un simple brouillard visuel ou un flou visuel. Donc, ça dépend de l'intensité de la baisse de l'acuité visuelle. Ceci dit, si on a une baisse d'acuité visuelle qui accompagne une rougeur oculaire, c'est qu'on a une affection oculaire grave, avec il y a toujours le risque de cécité. Ce n'est pas toutes les pathologies qui vont nous donner une cécité, mais il y en a une qui, malheureusement, si elles sont non traitées, elles pourraient être responsables d'une cécité. C'est très important pour vous dire qu'on a rougeur oculaire sans baisse d'acuité visuelle et on a une rougeur oculaire avec une baisse de l'acuité visuelle. C'est très important de faire la part des choses pour savoir dans quel cadre nosologique on est. D'accord? Donc là, comme je vous ai dit, c'est l'acuité visuelle. Une fois elle est basse, c'est qu'on a une affection oculaire grave. Après, on peut examiner la pupille, surtout le réflexe photomoteur. Pour nous, un réflexe photomoteur altéré, c'est qu'on a une pathologie à suspecter, telle que par exemple une atteinte du nerf optique. Une neuropathie optique. Une neuropathie optique, c'est une pathologie qui est assez sévère. On peut l'examiner avec une lampe de poche ou une torche. On peut examiner le réflexe photomoteur afférent. D'accord? Surtout qui peut nous orienter vers une pathologie assez sévère et une neuropathie optique. Sinon, bien sûr, si on a des synéchies qui menacent, on ne peut pas avoir un réflexe photomoteur parce qu'on aura des synéchies qui vont s'opposer
aux réflexes et au jeu pupillaire. D'accord? Donc, après qu'on a vu tout ça, on va apprécier la transparence de la cornée pour voir si on a une attaque cornéenne ou elle est. On peut faire une mesure du tonus oculaire, loué, pour voir si on a une hypertonie oculaire et où elle est, examiner la chambre antérieure et même pratiquer un examen du fond d'œil si possible. Donc, les éléments qu'on fait, l'interrogatoire et l'examen clinique, pour rechercher les éléments de gravité d'une rougeur oculaire, qui sont la douleur. C'est très important de demander, enfin, le patient, il va vous le dire de toute façon. S'il a une douleur, il va vous le dire. Il ne va pas vous dire que j'ai un œil rouge. Non, il va vous dire mon œil me fait mal. D'accord? Donc la douleur, elle prime sur le tableau clinique. Bien sûr, avec la baisse de l'acuité visuelle, la rougeur périkératique et une chose très importante, c'est la notion de traumatisme oculaire ou pas, parce qu'elle va conditionner la prise en charge de notre patient. Si on a un traumatisme oculaire, il n'y a rien à faire, il faut directement adresser le patient à un ophtalmologiste, on ne va pas perdre du temps. Directement, parce que chaque minute peut compter, ça peut se surinfecter, ça peut s'aggraver, le pronostic peut être engagé d'une minute à l'autre, et c'est très important de savoir adresser le patient. D'accord? Donc, on a les éléments de gravité, douleur, BAV, cercle périkératique ou rougeur périkératique, et la notion d'un traumatisme oculaire. Chez notre patient, on va revenir à notre patient, il n'y avait pas de traumatisme, par contre, on a une douleur intense et on a une baisse de vision. Déjà, on a deux éléments de gravité. Et les données de l'examen clinique nous donnent une rougeur périkératique, comme vous voyez sur la photo, une semi-médriase aréflectique avec une hypertonie oculaire majeure. Déjà, devant ce tableau, avec ces données de l'interrogatoire, les données de l'examen clinique, qu'est-ce qu'on peut suspecter ou quel diagnostic on devrait retenir? Hasbran. Yatik ça, par fermeture de l'angle, c'est très bien. Une crise de glaucome par fermeture de l'angle. Allez, je direct, je pense, l'hypertonie oculaire et la splinomédriase réflective. Et on va voir ensemble les particularités, quelles sont les particularités aussi bien physiopathologiques que les particularités de l'examen d'un patient qui se présente avec une crise de GFA ou de glaucome par fermeture de l'angle. La fermeture de l'angle, en fait, elle n'arrive pas à tout le monde. Il y a des facteurs qui vont prédisposer la fermeture de l'angle. Ce n'est pas un monsieur de 20 ans ou une jeune demoiselle de 16 ans qui va vous faire une crise de glaucome par fermeture de l'angle. Et comme là, c'est bon, hein? Donc, c'est un œil plus petit que la normale. C'est les patients hypermétropes. Hein, qui a plus 2, plus 3, plus 4. C'est des patients qui ont un petit œil à partir d'un certain âge. À partir, par exemple, de 55 ans, allez, le cristallin, avec l'âge, il va devenir plus épais. Il va perdre sa forme plus ou moins. Le cristallin, c'est une lentille. C'est une lentille qui est tirée par les coursières. Avec l'âge, on a des coursières qui vont se fatiguer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura du mal à voir de près. La vision de près, la presbytie, elle arrive à partir de la quarantaine. On a une certaine fatigabilité des fibres annulaires qui vont étendre le cristallin pour qu'il puisse donner une image sur la rétine en cas de vision de près. Et là, avec l'âge, on aura une fatigabilité et du coup, on aura un cristallin qui a tendance à bomber vers l'avant. Il n'est plus étiré. Il n'est plus étiré des deux côtés. Là, il va augmenter de volume avec l'âge parce qu'il y aura une perméabilité qui sera augmentée de la paroi cristallinienne et on aura des échanges entre le milieu aqueux dans lequel vit le cristallin et les protéines intracristalliniennes. Du coup, ça va donner un cristallin qui est plus ou moins propulsé vers l'avant, qui va essayer de repousser l'iris. L'image, du coup, regardez là avec un œil normal, déjà, un œil qui n'est pas hypermétrope, et là, avec un œil
plus ou moins hypermétrope et avec un âge avancé, on aura c'est un œil prédisposé, c'est un patient hypermétrope qui avec l'âge a vu son cristallin augmenter de taille et de volume, qui est devenu propulsé vers l'avant, il va s'accoler contre la paroi postérieure de l'iris, comme vous voyez là, et là, la chambre antérieure qui est étroite, du coup, c'est un facteur qui est prédisposant. Le colcaï, est-ce qu'on aura sur ce terrain-là, à partir de quel moment on aura une crise de glaucome? Parce que là, c'est un terrain prédisposant. La crise de glaucome, il faut des facteurs déclenchants. Donc, sur ce terrain-là, on aura des facteurs déclenchants. C'est des facteurs qui vont provoquer une semi-médriase. Parmi les caractéristiques de notre examen qui nous ont orientés vers un GFA, c'est une semi-médriase. Mais quels sont les facteurs qui vont provoquer une semi-médriase? Vous savez très bien qu'au cours de la médriase, on aura une dilatation. Excusez-moi, au cours de l'obscurité, par exemple, on aura une dilatation de la pupille. C'est ça la médriase. Donc, on aura des situations comme les collyres médriatiques, l'obscurité, l'anesthésie générale, le stress qui vont dilater l'œil. Enfin, dilater, quel est le lien entre la dilatation et une provocation ou un déclenchement de crise de glaucome? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cristallin qui est bombé vers l'avant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce cristallin bombé avec un iris dilaté, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où l'iris va essayer de se resserrer et de se refermer pour passer du mydriase à un myosis normal. Après l'obscurité, par exemple, on va sortir à la lumière. Après l'effet dilatateur d'un mydriatique, il y aura normalement une tendance à un myosis ou à une taille normale de la pupille. À ce moment-là, l'iris, il va se rencontrer et venir en contact avec une partie qui est proéminente du cristallin, une partie bombante du cristallin. Et à ce moment-là, on aura comme un accrochage. On dirait que la course de l'iris qui est censée se resserrer, elle sera bloquée par un cristallin qui bombe vers l'avant. Et du coup, le phénomène de myosis, il va se retrouver bloqué. Et on sera bloqué dans une situation de semi-médriase. C'est le retour du médriase vers un état de myosis qui ne va pas s'accomplir correctement parce qu'on aura un iris qui va buter contre la partie proéminente ou la partie bombante de ce cristallin. À ce moment-là, donc, ces facteurs déclenchants sur des facteurs prédisposants qui sont un œil hypermétrope avec un âge avancé qui a donné un cristallin bombant, c'est à ce moment-là qu'on aura notre blocage pupillaire. Comme je vous ai dit, c'est le cristallin qui va toucher la face postérieure de l'iris. On a une accumulation de l'humeur aqueuse à ce niveau-là. Comme vous le savez, comme par exemple, on a un blocage sur le circuit urinaire, par exemple, à l'occasion d'une, je ne sais pas, d'un caillou, d'une lithiase urinaire, on peut avoir un globe physical, parce qu'il n'y aura plus d'élimination de cette urine. Pareil pour l'humeur aqueuse, qui est censée circuler, cheminer à travers la pupille vers la chambre antérieure pour rejoindre le trabéculum qui est là. Ce cheminement, il sera bloqué parce qu'on aura un accolement entre la face antérieure et la face postérieure du cristallin. Et cette accumulation va pousser vers l'avant la face postérieure de l'iris et on aura un iris qui va s'accoler avec la face postérieure de la cornée et on aura un blocage pré-trabéculaire. Ça veut dire qu'on a un trabéculum qui peut être tout à fait normal, mais auquel le circuit est fermé. On ne peut pas avoir accès à ce trabéculum parce qu'on a un iris qui va toucher la cornée et qui va bloquer tout accès à ce trabéculum. C'est ça le blocage pupillaire. C'est pour ça qu'on parle de blocage pupillaire. D'accord? Donc, ce qui va donner qu'on a bien sûr une augmentation importante de la pression aussi bien au niveau de la chambre antérieure qu'au niveau de la chambre postérieure. Pourquoi? Parce qu'on a l'humeur aqueuse qui est bloquée. Elle n'arrive plus à cheminer. Et elle n'arrive plus à être excrétée
au niveau du trabéculum. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc une crise de glaucome par fermeture de l'angle qui, on aura un angle qui est complètement fermé. Il n'y a plus d'accès à cet angle iridocornéen. On aura une humeur aqueuse qui sera complètement bloquée. هذا هو الفرق ما بين مثلا crise de glaucome par fermeture de l'angle et un glaucome à angle ouvert. Un glaucome à angle ouvert, on aura un angle qui est complètement ouvert, dont l'accès est quasiment libre, mais on a des mailles trabéculaires qui sont défaillantes. Les mailles au niveau du trabéculum, comme si c'était les mailles, je ne sais pas, et ces mailles-là qui vont avec l'âge seront usées et on n'aura plus de passage à travers avec au niveau du trabéculum. Là, c'est avant le trabéculum, c'est pré-trabéculaire. Donc, on peut avoir un trabéculum qui est complètement normal, mais on n'a pas accès à ce trabéculum parce qu'on a une fermeture de cet angle. Il est fermé l'angle, là où siège le trabéculum. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a un iris qui est poussé vers l'avant par une pression augmentée et qui va rentrer en contact avec la face postérieure de la cornée. Et là, donc, comme je vous ai dit, le blocage pupillaire avec une augmentation de la pression au niveau de la chambre postérieure, fermeture de l'angle iridocornéen, et on aura cette hypertonie qui peut atteindre 50 et 60 mm de mercure. Et malheureusement, avec 50 et 60 mm de mercure, on peut avoir une mort cellulaire au niveau des nerfs, au niveau des fibres nerveuses qui siègent au niveau du nerf optique. Et comme vous pouvez imaginer, c'est le nerf optique qui va acheminer, excusez-moi, le signal lumineux de l'œil vers le cerveau. Et si on a un nerf optique qui a été atteint, qui a été lésé, on n'aura plus de transfert de cette information au niveau du cerveau et le patient, malheureusement, va perdre la vision. Et ça peut arriver même en 6 heures ou 8 heures. C'est pour vous dire que une crise de glaucome par fermeture de l'angle, c'est une urgence. Et le problème que parfois, on a un patient qui se présente avec une douleur inexpliquée. C'est une douleur qui va irradier, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers le territoire du sein, par exemple. C'est une douleur hémicrânienne. Elle peut être accompagnée parfois par des nausées, par des vomissements, et on peut passer à côté, on est égaré par ces signes. Et pour nous, c'est un tableau digestif, voilà, c'est autre chose, et on est égaré du tableau initial. Parfois parce que le patient, il ne va pas vous dire qu'il a une basse acuité visuelle, par exemple, parce que la douleur, ça prime pour lui. Du coup, voilà, donc il ne va pas la noter, il va vous dire, moi j'ai une douleur qui irradie ici vers le crâne avec des nausées, des vomissements. Donc pour vous, c'est un tableau digestif ou un tableau d'hypertension intracrânienne ou je ne sais pas quoi, et on peut perdre notre temps. Hein? Migraine, donc facilement on est égaré et facilement on passe à côté d'une pathologie. C'est très important si on a ou pas un flou visuel ou baisse important de l'acuité visuelle. Elle sera accompagnée par un œdème cornéen, ce qui explique la baisse d'acuité visuelle. Le problème, c'est quoi? C'est ces patients qui ont déjà une cataracte. Donc, ils peuvent être déjà habitués à la notion d'une baisse de l'acuité visuelle. Pour lui, c'est pas récent. Pour lui, déjà, il a sa cataracte. Il est habitué à avoir une vision floue. Du coup, pour lui, le fait que ça chute encore, ce n'est pas quelque chose de très important par rapport à une douleur qui est nouvelle, à une douleur qui est récemment installée. Par contre, pour lui, la baisse de l'acuité visuelle, il peut être habitué à sa vision floue. Mais cette vision floue, elle va encore chuter par un œdème cornéen. Mais lui, il ne va pas le noter. C'est à vous de l'inciter. Est-ce que l'œil, votre vision a encore baissé? Est-ce que vous avez remarqué que votre vision a chuté encore plus? Donc, c'est ça pour pouvoir trancher. D'accord? Donc, juste quelques petits mots. L'angle iridocornéen, l'angle iridocornéen, c'est le site d'évacuation de l'humeur aqueuse. Il peut être examiné avec un verre de coniscopie. Et on va apprécier l'ouverture de l'angle iridocornéen. On a un angle étroit qui est presque fermé, par exemple.
D'accord? On peut voir si on a des synéchies, il y a beaucoup de pigments, on a un glaucome pigmentaire, il peut se voir, ou on a des néovaisseaux, au cours d'un GMV, un glaucome néovasculaire, compliquant une rétinopathie diabétique, tout ça, ça peut se voir au niveau de l'angle iridocornéen. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le degré d'ouverture de l'angle iridocornéen. Est-ce qu'on est devant un œil avec un angle qui est fermé ou avec un angle qui est plutôt ouvert, fermé ou ouvert, voilà. Qui m'a raconté les signes fonctionnaires, c'est une douleur oculaire intense, orbitaire, parfois de l'hémicrâne, parfois c'est des céphalées diffuses, et baisse l'acuité visuelle qui est encore brutale, importante, des signes d'irritation oculaire à type de photophobie, l'armement, on peut avoir des nausées, des vomissements, une douleur abdominale, une tachycardie, une prostration, tout ça, ça peut accompagner une crise de glaucome par fermeture de l'angle, et le tableau, il comporte une diminution de l'acuité visuelle, un cercle périkératique qui me chauffe un œdème de la cornée. Pourquoi? Parce que tellement on aura une pression importante au niveau de l'œil on dirait que cette tumeur aqueuse, elle sera chassée au niveau de la cornée. On dirait la cornée qui est supposée être épongée par un épithélium pigmentaire, donc cornéen, un endothélium qui est supposé être jouer un rôle de déturgescence. Cet endothélium étant lésé, il ne va pas assurer son rôle de déturgescence de la cornée et on aura une cornée qui devient œdémaciée, comme je vous ai dit, comme une éponge qui a imbibé tout l'excès de l'eau qui était au niveau de la chambre antérieure et on aura cet aspect luisant. On dirait une cornée qui n'est plus transparente, mais qui est floue plutôt, qui est, on dirait, ambrée. Ça, c'est l'œdème cornéen, avec bien sûr une chambre antérieure étroite. Comme vous voyez ici, on a un contact entre la cornée et l'iris. L'espace est décalé entre les deux. Il devient très minime. Là, on a presque un contact au niveau des demi-mires et on a une chambre antérieure très étroite. La pupille en semi-médrias, je vous ai expliqué pourquoi. Et on peut, par exemple, à votre niveau, où on n'a pas de lampe à fente, avec une palpation bidigitale et comparative, on va trouver qu'on a le globe qui est très dur, comme une bille de bois. Ça montre qu'on a une hypertonie oculaire et sur l'angle iridocornéen, on a un angle qui est fermé sur 360 degrés. Le IADF, c'est très important de l'examiner parce qu'on peut trouver une chambre antérieure étroite, un angle étroit, et on peut avoir aussi un tonus qui est normal. Donc, pour vous dire que les facteurs prédisposants, ils sont là, mais on a un facteur déclenchant ils sont là aussi, mais avec un œil qui était plus prédisposé que l'autre à faire une crise de GAPA. Mais l'œil ADELF aussi, il peut être lui aussi victime de crise de GAPA. C'est pour ça qu'il faut agir rapidement pour éviter la bilatéralisation et faire une petite iridectomie périphérique au laser, un petit trou au laser pour permettre l'accès de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure en cas de blocage pupillaire. D'accord? Donc, c'était en gros une crise de glaucome. Bon, c'est systématique, bien sûr. À partir du moment où on a un patient qui a une crise de glaucome, on va essayer de lever le blocage. Mannitol, et il arrive à déshydrater le vitré par un effet osmotique. C'est très concentré, le mannitol, il est à 20%. Donc, on aura un passage de l'eau du milieu qui est moins osmotique vers le plus osmotique, le moins concentré vers le plus concentré. Donc, on va donner un traitement qui est très concentré, le mannitol à 20%, passage de liquide vers du milieu oculaire vers l'extra-oculaire pour déshydrater le vitré, pour essayer de soulager l'œil, et après, avec un traitement hypotonisant pour essayer de baisser le tonus au niveau de l'œil, jusqu'à l'œil il puisse récupérer une amyosis. Le trou de laser. D'accord? Donc, on va passer le calibre. Je ne sais pas quand je suis. Voilà.
Situation de 60 ans, aux antécédents de diabète de type 2 depuis 3 ans, qui présente un œil droit rouge et douloureux, d'installation brutale, 5 jours auparavant, donc 60 ans, diabétique, œil droit rouge et douloureux et installation rapide. Il n'y a pas la notion de traumatisme déjà. Par contre, la patiente s'est instillée un collier à base de corticoïdes sur les conseils d'une voisine. Et on a une aggravation de la photophobie et du flou visuel qui s'est produite. Donc, le traitement, c'était des corticoïdes. Donc, déjà, avec ça, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que ça pourrait être? On a le corticoïde. Pour nous, là, d'accord? Aggravation sous corticoïde. Ah, je dis chose. C'est ça. Donc, l'examen de l'œil droit trouve une rougeur oculaire avec un cercle périkératique, une acuité visuelle limitée à 1/10, une pression à 19, une cataracte moyennement dense et des signes de rétinopathie diabétique non proliférante. Donc, vous avez la pression qui est à 19 et vous avez une cataracte moyennement dense et une rétinopathie diabétique non proliférante. Donc, pour vous, quels sont, d'après l'analyse de l'ensemble des éléments amnestiques et cliniques, qu'est-ce qu'on peut retenir comme hypothèse diagnostique? Une conjonctivite virale, la joue, une kératite superficielle, le glaucome aigu par fermeture de langue, la joue fait aller. شنو قلنا احنا؟ صحيح تونس كان 19 une uvite antérieure, bon, et le glaucome myovasculaire ne peut pas arriver car déjà une rétinopathie diabétique non proliférante. D'accord. Donc, qui m'a retenu une kératite et une uvéite antérieure. D'accord. Le test à la fluo est positif. Donc, le diagnostic le plus probable est, donc, c'est quoi? C'est la kératite superficielle. Très bien. Parmi les données de l'interrogatoire, vous retenez en faveur de votre diagnostic la photophobie intense avec une kératite, l'antécédent de diabète, l'aggravation à l'installation de corticoïdes, le flou visuel ou l'installation brutale des symptômes. Oui. Oui, c'est une photophobie intense. Il y a les caractéristiques d'une kératite plus qu'autre chose, que l'uvéite. C'est une irritation plus importante qu'une uvéite. Une uvéite, voilà, une irritation, mais généralement les moindres qu'une kératite. Un grain de sable. Alors que dire si on a un ulcère, mais carrément un ulcère. La cornée, elle est richement énervée. Du coup, parfois, on ne tolère pas la moindre ulcération. Que dire d'une ulcération d'assez grande taille? Donc, il y a des axes qui peuvent nous orienter vers plutôt un. Et l'aggravation à l'installation de corticoïdes, ça, c'est très important. Voilà, c'est pour vous dire que les corticoïdes, au niveau de l'œil, oui, مثلا باش تكون حاجه مش حاجه اللي elle va nous trancher حتى الجافه c'est brutal. Tu ne peux pas trancher trop le lait, c'est ça ou c'est pas ça. Ça ne peut pas. Il y a une photophobie très importante. Les corticoïdes, c'est des caractéristiques plus ou moins d'une kératite. Là, c'est pour insister sur le rôle des corticoïdes. Les corticoïdes, il faut qu'ils des effets indésirables. On peut avoir un retard de cicatrisation. Tant que le patient s'instille des corticoïdes, il n'y aura pas de cicatrisation. On n'aura pas une cicatrisation de cet œil. Pardon. Une surinfection. On peut avoir une surinfection fongique. On aura on dirait un tableau de troubles, une baisse de l'immunité. D'accord. On dirait qu'on aura un déficit immunitaire local, une immunodépression locale. Par les corticoïdes. On peut avoir une extension. Mais une simple dendrite, qui m'a en carte de géographie. Par exemple, on peut carrément avoir une perforation cornéenne. C'est pour vous dire que l'usage des corticoïdes, c'est jamais anodin. Parfois, il y a des patients qui arrivent avec des catastrophes. Pourquoi? Parce que
le pharmacien il aura donné des corticoïdes, ou le médecin traitant il a prescrit des corticoïdes pour une pathologie soi-disant banale. Alors que finalement, ces corticoïdes, et nous, d'accord, ils vont, pour beaucoup de pathologies, ça va diminuer l'inflammation, comme tout corticoïde, mais ça peut s'aggraver dans pas mal de circonstances. C'est jamais anodin de donner des corticoïdes. Ah, des ophtalmos, parfois, après une prescription de corticoïdes, on reste sur nos gardes. On aimerait bien revoir le patient le lendemain, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'aggravation. D'accord? Et d'accord. Donc, parmi les données de l'examen physique, vous retenez en faveur de votre diagnostic la présence d'une ulcération cornéenne, un tonus à 18, des signes de rétinopathie diabétique, acuité visuelle à 1/10 ou la rougeur oculaire périkératique. Et bien sûr, la présence d'une ulcération cornéenne, c'est أهم حاجة. finalement, هذيك أهم حاجة. الروجور قلت موجودة في الجعبة، موجودة في البيت، موجودة في كل شيء. هي أهم حاجة. أهم حاجة هي pourquoi on a retenu le diagnostic d'une ulcération du kératite. Finalement, on a une ulcération cornéenne. D'accord? Et d'abord. Mais pour vous parler des kératites, on parle de kératite superficielle. Superficielle, c'est la couche superficielle, la plus superficielle de la cornée, au niveau de l'épithélium cornéen. Qui m'a dit, par exemple, dendritique, qui m'a. Je suis là. Faites une halque, ça va, là. مش خفيت يا ما تصورش التحريك ربي يجيب حدينا احنا رايدين ربي ليه هو يتعديو ديريكت ما عندهمش مشكل مع الكلون بي دونك كريت هنا سي ريتم كيراتيت سوبرفيسيال دونك هيك وكا الابيثيليوم l'épithélium donc la couche la plus superficielle, les sièges de l'ulcération. Sinon, les kératites stromales ou interstitielles, le stroma cornéen, c'est plus profond. Et on a un infiltrat cornéen. Et c'est pas la superficie, c'est un truc profond. Donc, on aura, dans les deux cas, une douleur, des signes irritatifs, une baisse de vision. L'atteinte est le plus souvent unilatérale, bilatérale sauf dans certaines pathologies. Rougeur avec cercle périkératiques, ulcération avec un test à la fluo si c'est une kératite superficielle. On peut avoir un épaississement ou œdème stromal dans les kératites profondes. D'accord? Les étiologies, ça peut être infectieuse, qui imagine le virus de l'herpès, le plus fréquent. Ça peut être bactérien, le staphylocoque, lactalia, tous les bactéries, les tajmotsalium, la lactalia, la staph. اللي نخافوا برشا هو البسودوموناس دونك هذوما هما parfois on a le streptocoque زاده donc هذوما هما les germes les plus incriminés fongiques زاده ça peut être surtout tout ce qui est filament mycédien ça peut être une candidose suite à un traumatisme par un agent végétal مثلا والا ça peut être des amibes ما عرفتش تسمعوا بهم ولا les amibes موجودين au niveau de l'eau. Et du coup, c'est surtout les patients qui sont porteurs de lentilles de contact. À partir du moment où le liquide n'est pas bien nettoyé, là, ils gardent des spores au niveau des angles. Les spores, les chichmas, il va manipuler ces lentilles de contact et on aura une transmission des amibes. C'est un cas d'amibe et malheureusement le pronostic est très sévère. Parfois on arrive à une perforation cornéenne, surtout que le traitement n'est pas disponible en Tunisie. D'accord? Donc il y a des post-traumatiques. On doit éliminer un traumatisme qui mérite un agent qui est rentré au niveau de l'œil. Les étraphies et des effet seydel qui a le flot. Il y a de l'eau qui sort de la chambre antérieure et qui fait, on dirait, un petit ruisseau. Ça veut dire que la chambre antérieure est en train de fuir. Comme une solution de continuité à partir de laquelle on aura une fuite de l'humeur aqueuse et on aura ce petit ruisseau. Ça montre qu'on a peut-être un objet qui était tranchant qui a percé la cornée. Là, je trouve que c'est très important d'adresser directement le patient si on a la notion de traumatisme. La cornée est ouverte.
Donc, il y a toujours le risque de surinfection. On a les pathologies immunologiques, les polyarthrite rhumatoïde ou les alcool, ils peuvent s'accompagner par une kératite, le plus souvent, elle est bilatérale. D'accord? Donc, il y a la kératite. Je vais vous dire la chose الثالثة. حكينا على الجلوكوم، حكينا على الكيراتيت، قاعدة تمشيوها سبرايك. نحكي توا في l'uveit صحيح. Donc, un patient qui est âgé de 35 ans, sans antécédents généraux, qui consulte par un œil gauche rouge et douloureux. L'acuité visuelle normale au niveau de l'œil droit, mais elle est à 4 dixièmes au niveau de l'œil gauche, l'œil douloureux. Et à la lampe de poche, déjà, vous pouvez constater qu'on a un cercle périkératique déjà, où on a une pupille déformée en trèpe. Comme vous voyez, ça, on peut le voir même à l'œil nu avec une lampe de torche ou là, avec votre téléphone. D'accord? Donc, quels sont les éléments de gravité de la rougeur oculaire chez ce patient? Prenez-en les éléments de gravité. Déjà, oui. Voilà. Le rougeur périkératique. Voilà, désolé. Donc, devant un œil rouge et douloureux avec baisse de vision, quel diagnostic a évoqué? Et quel diagnostic retenir chez ce patient? uveit. Les signes de gravité d'une rougeur oculaire, on est en Bakri, Youma, douleur, صحيح صحيح هذا هما القناه بكري دولار بس دو فيزيون سيج باريكاراتيك دو لا روجور كل موجودين فما كان تروماتيزم مش موجود et là ça montre qu'on est devant une affection oculaire grave avec risque de cécité comme on a vu tout à l'heure d'accord et donc devant un œil rouge douloureux avec baisse de vision les diagnostics à évoquer قلناهم توا crise de glaucome kératite superficielle et uvéite اللي احنا توا باش نشوفوها d'accord donc déjà عندنا uveit antérieure et فما حاجه اخرى ما عادش نحكيو عليها شويه هي la sclénique antérieure et on va voir بعض les particularités نتاعها sclénique antérieure شنو هي d'accord donc chez notre patient on a retenu l'uveit antérieure devant l'œil rouge et douloureux baisse de vision la rougeur mais surtout devant une déformation pupillaire en trèfle le fait qu'on a cette déformation pupillaire en trèfle, c'est ce qui nous a fait penser plutôt à une crise, plutôt une uvite antérieure plus qu'autre chose. D'accord? Et d'abord, l'effet de Tandal. L'effet de Tandal, l'acide Sahara, jambe antérieure, avec une élimination d'un faisceau lumineux, dans une salle obscure, on arrive dans un milieu obscur, excusez-moi, on arrive à voir des protéines qui sont en train disons, de nager. C'est une atteinte de la perméabilité par une rupture de la barrière hémato-aqueuse. Donc, on aura une hyperperméabilité des vaisseaux à partir du coursillaire ou à partir de l'iris. Puis des protéines. Les protéines, elles déambulent. Elles déambulent dans la chambre antérieure. On n'arrive pas à les voir avec l'œil, sauf si on fait ce petit faisceau lumineux dans une chambre qui est obscure de nature. On arrivera à les voir. La poussière, on n'arrive pas à la voir, mais dans une salle obscure, avec un faisceau lumineux, on arrive à voir, c'est de la médicale, on dirait qu'elle est en train de nager, alors qu'à l'œil nu, on n'arrive pas à la voir. C'est le même phénomène. D'accord? Donc la poussière, c'est comme les protéines. Donc uveit antérieure, signe fonctionnellement vide, la rougeur, le baisse d'acuité, douleur oculaire, le signe irritatif. Bon, l'examen clinique, on a le cercle périkératique à l'Akinali, les précipités rétrocornéens, phénomène de Tandal à l'Akinali, les synéchies iridocristalliniennes, la pression intraoculaire qui est variable, le pétron normal, hypertone ou hypotone. مش خاطر اني ما لقيت hypertonie directement خمم في جي مثلا. Non. Ça peut être une uvite antérieure. Par contre, je n'ai pas des chiffres très élevés. Vite que j'ai à part, on a des 50, 60, mais ça va être 35, 34. Ce qui est sûr, moi je peux partir d'une douleur hémicrânienne ou la céphalie, ou pseudo-migraineuse. D'accord? Les synéchies qui sont responsables de cette pupille déformée en trèfle, le Tandal, les précipités rétrocornéens, en fait, il y a beaucoup de protéines, et ces protéines vont s'agglutiner. Ils vont
venir en contact avec la cornée pour se déposer. Il y a les dépôts hédos. Et dès que l'exudat a quitté l'intérieur, qui fait un exudat, on a des protéines qui ont exudé. Ils sont très définis. Voilà, on dirait, vous avez, on dirait une membrane. Qui fait la membrane, on dirait on a une membrane. Et au niveau de la chambre antérieure, c'est directement on pense à la HLA-B27. C'est qu'on a l'arthrite ankylosante SPA. Donc c'est un symétrie caractéristique d'une UVI à HLA-B27. C'est directement HLA-B27. أكثر واحدة la maladie de B7. D'accord. Les étiologies dans les UVI, on parle des étiologies infectieuses virales, syphilis, tuberculose. Non infectieuses, surtout, on a la maladie de B7, à laquelle on devrait toujours penser si on a des précipités non visibles. Les précipités, ils granulomateux, ils sont visibles. Tout ça, les précipités. يبداو عندنا ساعات poussiéreux ils sont moins importants que les dons. Donc c'est une graisse de mouton. Mais ils restent bien visibles. Le on dirait qu'on a de la poussière sur la face postérieure de la cornée. Là, on a des précipités, mais que vous n'arrivez pas à voir. Ils sont non visibles comme cela. Sauf si on fait un grand agrandissement et on essaye de bien se focaliser, on va avoir un aspect moucheté de la cornée. Et là, on comprend que c'est des précipités non granulomateux. D'accord. Par opposition aux précipités granulomateux. Donc, non infectieuse maladie de B7, spondylarthrite ankylosante hémorrhagique, l'arthrite juvénile idiopathique pour les enfants, et on a surtout la sarcoïdose auquel on devrait penser l'actalie des granulomateux et de visible, la sarcoïdose qui n'est pas le cas. Et on a des uvéites qui sont idiopathiques. On peut faire tous les bilans qui reviennent négatifs, et c'est des uvéites idiopathiques et elles sont pas gentilles. Madame Schrata idiopathique, ça va être une bonne évolution. Parfois, on va avoir des uvéites idiopathiques, mais malgré ça, ils ont une mauvaise évolution, une évolution de pathologie assez sévère. D'accord. Non granulomateuse. هي بتاع البسيط صحيح والسبيلا والسبيا HLA-B27 زوز نون granulomateux هما زوز مهمين احنا ديما نعملوا دياغنوستيك ديفيرونسيال من بارابور على لوتر هذه فيها اكثر اكسودا مثلا فهمت زوز فيهم ايبوبيون هكا مثلا نيفو بلانشاتر هنا عندهم des caractéristiques. Par contre, malheureusement, sur le plan pronostic, le B7 elle est beaucoup plus grave que le B27 sur le plan moléculaire. En telle évolution, si on ne traite pas une maladie de B7 avec des immunosuppresseurs, parfois même avec des agents biologiques, malheureusement, c'est le diagnostic, l'évolution va se faire vers nécessité. Donc plus que 80% des cas. Donc la maladie de B7, on la prend beaucoup au sérieux, puisque c'est pas que spondylarthrite ankylosante, c'est plutôt c'est une pathologie récidivante, c'est un traitement parotopique cacao, sauf dans quelques cas, on serait amené à ajouter encore des traitements, mais le traitement juste pour l'atteinte oculaire, pour l'atteinte générale, l'atteinte articulaire ou quoi, d'accord. Mais elle est de meilleur pronostic, si on peut dire. J'ai avec sclérite antérieure, on a la sclérite antérieure et postérieure. Sclérite antérieure, c'est une douleur très importante. Par contre, on n'a pas de baisse de vision qui m'a les pathologies. C'est une sclérite postérieure qui peut donner la sclérite postérieure. La sclérite, il y a la coque blanchâtre qui entoure tout l'œil. Donc, vous pouvez imaginer, si on a une sclérite au niveau de la partie postérieure, ça va se répercuter sur le nerf optique, sur la rétine, etc. Donc là, on aura une baisse d'acuité visuelle. Quel est l'aspect antérieur et visible qui entoure la cornée? Là, on aura une douleur très importante, mais sans baisse d'acuité visuelle. On fait toujours on n'a pas de baisse de vision. Sauf si on a une sclérite postérieure qui est associée, et c'est très très rare. Ce n'est pas le contexte BAV. Mais c'est une rougeur oculaire, mais plutôt on n'a pas une baisse de vision importante. D'accord. Le problème, c'est qu'on a une douleur oculaire qui est très importante, parfois insomniante. Elle est exaspérée par les mouvements oculaires. Dès que le patient va bouger ses yeux, on aura une aggravation. Rougeur oculaire, elle peut être localisée ou diffuse, et une baisse de vision, sylvéite ou kératite associée ou sclérite postérieure associée, sauf si on a une pathologie associée. Normalement, on a une baisse de vision. Donc, on a une atteinte le plus souvent unilatérale. Ça peut être une rougeur diffuse,
كيما هكا سكليروز ديفوز والا لوكاليزي ان سول سيكتور كيما ترى فيه هنا جوست هنا لوكاليزي لهنا كاو مثلا فهمت وجينيرالمون ان بو اتر اوسي دونك هنا ان بو افوار نودولير ريت هنا كاريمون ما عرفتش نشوف فيها الباص هذه ولا هنا اون نودولير هو ما عرفتش اسكي يا ريت هكا ولا حاجه كي بلوتو اون ريليف لا اون ا كاريمون ان نودول دونك سي اون ابل سا اون سكليت نودولير وهنا احنا avec les autres pathologies كل on peut avoir le rougeur hélique une fois on va instiller de la myosinéphrie elle va disparaître la myosinéphrie la vasoconstriction des vaisseaux de la conjonctive donc si on a une vasodilatation réactionnelle مثلا inflammatoire تحط انت myosinéphrie donc ça va disparaître حتى en vasoconstriction هنا on a une dilatation aussi des vaisseaux profonds. Donc, il y a aussi une donc, éthique تعمل injection, instillation. Les vaisseaux superficiels dans le conjonctif, ils vont se vasoconstriction. Par contre, les vaisseaux profonds, ils vont garder leur rougeur. Dilatation des vaisseaux scléraux. Et du coup, on aura une persistance de la rougeur, même après instillation de myosinéphrie. Et c'est un signe pathognomonique. Pour faire la différence entre conjonctif banal et la sclérite, quoique la douleur n'est pas la même chose. Donc, parfois, le tableau il est tellement compliqué et ça peut nous aider. Donc, on peut avoir un nodule scléral, c'est diffus, et un nodule qui me protecte. D'accord. Donc, il y a la sclérite, les étiologies infectieuses, qui m'a tuberculose syphilis, mais on pense en premier lieu les pathologies rhumatismales, les maladies de système. La polyarthrite rhumatoïde, elle s'accompagne pas mal de fois une sclérite, le polyangite, le lupus, la SPA, la péritonneuse, ils peuvent s'accompagner dans la polyarthrite rhumatoïde, on cherche toujours une sclérite associée. D'accord. Donc, juste pour vous parler choix des traumatismes oculaires, les traumatismes oculaires perforants avec ou sans corps étranger. Juste l'objet tranchant, il a pénétré dans la cornée, hop, il a été retiré. Directement à la réflexe, et là, on aura une persistance d'un bout qui était responsable du traumatisme. Donc, avec ou sans corps étranger, et là, on a les traumatismes contusifs, Bounia, une page très importante. Un traumatisme contusif, il peut donner un décollement de la rétine, un saignement important. On aura une compression, une décompression. Donc, on peut avoir des hémorragies, on peut avoir qui m'ont porté un décollement choroïdien, un décollement rétinien. Tout ça, ça peut se voir aussi via un traumatisme contusif. On a ce qu'on appelle les brûlures oculaires. Malheureusement, les brûlures oculaires, surtout s'il s'agit d'un produit basique. Les produits basiques, qui tout ce qui est des détergents très forts, la soude, tout ce qui est batterie, vous ne pouvez pas imaginer à quel point les suites peuvent être catastrophiques. D'accord. Donc, on a un blanchiment de la région et des périlimbiques, dans le sens où on aura une ischémie du limbe, qui sera normalement le limbe où il y a une régénération cellulaire. Donc, on a eu une mort limbique, on aura une mort cellulaire des cellules limbiques qui sont responsables de la régénération cellulaire, et on aura vraiment du mal à cicatriser la moindre ulcération cornéenne. Mis à part ça, on aura une perte de transparence cornéenne, comme on l'a dit, on aura des ulcérations cornéennes multiples. Et comme je viens de le dire, c'est surtout avec les hématocytes. C'est un ensemble de... Déjà, le produit, il va donner un œdème cornéen. De base, il va, même si on arrête, on doit faire un lavage ou quelque chose, tout ce qui est acide, les dégâts restent là où on a fait le lavage. On a enlevé le produit, ça y est, il n'est plus là, on va traiter les séquelles internes. Tout ce qui est basique va donner une saponification. On dirait base, tout ce qui est lipide. Directement, on sabot. Imaginez une cornée
et qui contient pas mal de lipides sur lesquels on va ajouter de la soude, on aura une saponification et ce phénomène il va se continuer même après lavage, même après sous-traitement, on aura un phénomène qui va se poursuivre malgré tous les efforts qu'on puisse faire. D'accord? Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Donc, c'est un lavage très important, très abondant pour espérer de diminuer les dégâts. Encore plus, c'est faisable pour tout ce qui est acide. On peut arrêter les dégâts, mais comme je viens de dire, tout ce qui est base, malheureusement, c'est pas possible. Et d'abord, juste quelques petits mots. C'est un œil rouge mais non douloureux. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une conjonctivite aiguë, comme vous voyez là, une hémorragie sous-conjonctivale, comme vous voyez ici, par exemple. Juste une hémorragie sous-conjonctivale. Donc, c'est un truc très banal. À l'occasion, le patient était dans une ambiance, donc on a beaucoup de chaleur, c'est le chaud, et il va passer à un endroit froid, avec le passage chaud-froid, vasoconstriction, vasodilatation, hop, il y aura des vaisseaux qui vont péter, et on aura cette hémorragie sous-conjonctivale. D'accord? Et on a les ptérygiums, donc c'est un œil rouge, mais non douloureux, parfois c'est une gêne, il peut s'inflammer le ptérygium derrière. Et l'épisclérite, c'est beaucoup plus superficiel. Il y a entre la conjonctive et la sclérite. Les banales, ou les douloureuses, donc entre les deux, elle répond plus les néosynéphrines, par exemple. Voilà. حاجه مهمه على الاخر ارغ ديسيزيونيل سي اون اوي روج نون دولورeux c'est-à-dire ونعم يي hémorragie sous-conjonctivale يي conjonctivite ديما c'est une étiologie plus ou moins banale si c'est douloureux اول حاجه bien sûr c'est le traumatisme. Bien sûr. Ça, avec une acuité visuelle normale, ça peut être soit épisclérite ou sclérite, on a une vision qui est conservée. Mais si on a une baisse d'acuité visuelle, il faut éliminer un traumatisme. C'est très important. Quel est le traumatisme? Une simple gêne visuelle, marire que douleur, ou que la genou, ou que la kéite, kératite aiguë, ou l'évite antérieure. On a une douleur, ou de la chenille, ou les signes accompagnateurs, ou il faut toujours penser à une crise de glaucome par fermeture de l'encre ou un glaucome néovasculaire. Et dans ce cas-là, il ne faut pas dilater le patient. On va aggraver le pronostic. Kératite, il ne faut pas donner de corticoïdes, ou qu'elle évite antérieure, il ne faut pas les contre-indications des myotiques, il faut essayer d'élargir le maximum la pupille avec des médriatiques. On aura toujours des synergies qui veulent s'installer. En myosise, la distance est le cristana. Donc les protéines vont faire des ponts entre l'iris et le cristana. Plus on dilate de l'iris à le cristana, et il n'y aura pas une possibilité d'avoir des ponts entre le cristana et l'iris. Et d'abord, ce qu'il faut faire devant une rougeur oculaire. Mes questions, parmi les signes, quels sont ceux qui représentent l'élément de gravité d'une rougeur oculaire? En faveur du diagnostic de glaucome aigu par fermeture de l'angle, une douleur oculaire violente, baisse discrète de la vision, semi-mydriase anapnétique, œdème cornéen, rougeur oculaire prédominant au niveau des cul-de-sac. l'œdème, semi-mydriase. En faveur. En faveur. La douleur oculaire violente. Parmi les étiologies suivantes, laquelle se manifeste par un œil rouge et douloureux, glaucome, uvéite, sclérite, kératite, sclérite antérieure, Parmi les étiologies suivantes, lesquelles se manifestent par un œil rouge et douloureux. Parmi les propositions suivantes, quels sont les éléments en faveur d'un glaucome par fermeture de l'angle? Donc, atteinte bilatérale, douleur oculaire modérée, acuité visuelle effondrée, rougeur avec cercle périkératique, globe oculaire dur à la palpation. Acuité effondrée. صحيت. Un glaucome dur à la palpation. صحيت.
ونجور avec cette périkératique elle n'est pas caractéristique اي ماهيش caractéristique برشا mais ça peut se voir atteinte le plus souvent unilatérale d'accord la prédisposition bilatérale mais unilatérale ou douleur violente parmi les éléments suivants lesquels représentent des facteurs déclenchants du glaucome par fermeture de langue les antispasmodiques ils نجموا خاطر anticholinergiques ولا شنو ينجموا ils peuvent agir sur la dilatation pupillaire et donner une mydriase هذاك نعطيو نحن sur des patients il faut faire attention parmi les éléments suivants lesquels représentent des facteurs prédisposants on a surtout les inhibiteurs de la aminoxydase les antidépresseurs parmi les éléments suivants lesquels représentent des facteurs prédisposants au glaucome par fermeture de langue hypermétrope mégalocornée c'est une cornée de très grande taille chambre étroite oui âge avancé cristallin de petite taille grande taille ميغالوكورني c'est une cornée très large كيما اللي مثلا الصغار اللي يتولدوا avec un glaucome congénital ميغالوكورني الكورني كبير ما عندها حتى طريقه باش يفهم ميغالوكورني tu vois soit idiopathique ما عندها حتى soit dans le cadre d'un glaucome congénital هذا هما lesquels correspondent à un œil rouge et douloureux donc glaucome kératite hémorragie اوكي يعطيك الصحة استفدت ما جيتش في هذا اتيود باش نفني التلمود يعني كده احنا هذيك بالنسبة لنا حاجة مميزة لا الكورتيكويد زادا